Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Guillaume qui est Senior Client Solution Manager chez LinkedIn. Et pour vous résumer un petit peu, LinkedIn, vous le connaissez, c'est le réseau social du B2B. Quelques chiffres pour contextualiser, 17 millions d'utilisateurs actifs par mois en France, 52% d'hommes, 48% de femmes, presque la parité, moyenne d'âge estimée de 44 ans et puis surtout 85% des décideurs B2B en France qui disent utiliser LinkedIn. Forcément, ça ouvre de belles opportunités pour faire de la publicité et aujourd'hui, je reçois Guilhem pour en parler avec nous. Salut Guilhem, bienvenue. Salut Caroline, merci pour ton invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. On va parler un petit peu et démystifier certains mythes sur LinkedIn. Donc, en tout cas, je suis ravi d'avoir accepté ton invitation. Je suis ravie aussi. J'allais te dire que c'était pas la première fois que dans le podcast, on avait quelqu'un de chez LinkedIn, puisque j'ai eu Esther, qui était votre directrice communication il y a peu. Moi, je suis toujours contente de communiquer un peu avec la maison mère parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur LinkedIn. Pas mal de légendes urbaines, mais aussi des choses qui sont un petit peu parfois vérifiées sur le terrain. Et notamment, la pub LinkedIn a parfois mauvaise réputation. On va en discuter juste après. Je te laisse te présenter en quelques mots, nous raconter comment tu es devenu du coup Senior Client Solution Manager chez LinkedIn et en quoi ça consiste? Ça marche, ouais, super. Alors, j'ai un parcours assez standard. Hein. Je fais une business school, master en marketing. Je travaille pour différentes entreprises. Et on va dire que j'ai eu ces connexions avec les différentes régies et j'ai eu l'opportunité de pouvoir discuter avec pas mal de personnes chez LinkedIn et je suis tombé un peu amoureux du poste de CSM, donc Client Solution Manager, qui a d'ailleurs un intitulé qui a peut-être pas parlé à tout le monde, mais c'est en gros le gardien des dépenses de nos clients stratégiques. Et du coup, voilà, moi je suis devenu CSM chez LinkedIn en décembre dernier. Donc ça fait un peu plus de 10 mois maintenant que je suis dans le bateau et je m'amuse beaucoup et c'est un super job. Donc, je suis ravi de pouvoir te donner un petit peu le off et ma perception sur la plateforme et aussi mon métier. Ouais. Eh ben, c'est trop bien. Effectivement, déjà, on peut le dire, tous les deux, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Donc, mais comme beaucoup des rencontres que je fais finalement en B2B, c'est vraiment le réseau de networking le plus puissant. Et surtout, je veux pas balancer, mais pourquoi ton post a attiré mon attention? Je me suis dit, mais ils sont trop forts chez LinkedIn. Ils font du employee advocacy sur leur propre compte employé. Qu'est-ce que c'est employee advocacy? On en parle souvent. C'est l'idée de communiquer sur son entreprise via son profil personnel. Et j'ai pris Guilhem en flag en train de dire bientôt 1 an chez LinkedIn, je vis ma meilleure vie. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça super rigolo. Et quand j'ai vu l'intitulé de ton post, tu fais bien de le préciser. Pour certains, ça parle pas. Pour nous, en marketing, on sait que tout ce qui est Client Solution Manager, c'est les gens qui gèrent les comptes. C'est un peu les chefs de projet, les gardiens du temple. Et donc, du coup, justement, première question que je voulais te poser, la question un peu brûlante. On me dit tout le temps que la publicité LinkedIn, c'est pas rentable et que même c'est une des moins rentables. Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que toi, tu as souvent ce retour et comment est-ce que tu l'expliques et comment tu le combats? Alors, c'est vrai que LinkedIn, c'est une plateforme qui est pas forcément évidente. On va y revenir un peu après sur le côté intuition et comment est-ce qu'on peut s'approprier la plateforme. Alors, moi, je dirais que c'est une plateforme qui est assez rentable, mais on va dire qu'elle est chère. Et on va dire par sa complexité, elle est effectivement souvent jugée comme peu rentable parce que voilà, il y a une méthodologie, il y a une approche qui est assez spécifique. Ça reste un réseau social, comme tu l'as dit un peu en intro, c'est on va dire 80% du B2B, un peu de B2C. Donc on va dire que c'est des approches aussi qui sont différentes avec des méthodes qui s'inspirent quand même du social et du digital marketing en général, mais il y a quand même cette spécificité qui fait que voilà, c'est plus difficile de travailler vraiment une audience et d'avoir des coûts assez facilement rentables. Il faut souvent avoir des stratégies un petit peu complexes et élargies. Et du coup, un peu pour te donner un exemple,
c'est important de bien connaître ses cibles, d'avoir justement un peu cette connaissance du funnel, de savoir est-ce que tu veux faire de la notoriété, de la considération, ou vraiment quelque chose du bas de funnel, avoir des budgets aussi qui soient conséquents, parce qu'il faut avoir la capacité de faire du test and learn. Et c'est vrai que LinkedIn est une plateforme qui nécessite d'avoir certains prérequis, et on va y revenir un peu après, mais en tout cas, nous, de nos retours avec les clients avec qui on travaille, pour te donner un petit peu de contexte, les bureaux à Paris, on gère que les comptes entreprises, donc c'est des grandes structures, donc c'est majoritairement des boîtes du CAC 40, donc c'est des entreprises qui ont des investissements et des budgets très très importants. Donc souvent, on n'a pas ce problème de rentabilité qui est mauvaise, c'est plutôt l'inverse, et on essaie justement de les accompagner à avoir des structures très globales, essayer de faire du fil rouge, d'avoir des approches full funnel. Et c'est vrai que dans des entreprises qui se lancent sur LinkedIn, là, ça peut être un challenge de trouver son ROI et d'avoir justement un petit peu ce retour sur investissement. Donc, on va y revenir après, mais en tout cas, de mon côté, non, mais je peux comprendre. C'est vrai que il y a pas mal de boîtes qui ont du mal à avoir un peu les codes de LinkedIn, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant qu'on puisse démystifier certains mythes. Tu nous parles de funnel. Est-ce que tu peux définir un peu pour ceux qui sont pas, en fait, c'est un terme très média planning ou alors grosse aussi. Comment est-ce que tu définis justement le top funnel, le mid funnel? En fait, il y a vraiment, en général, c'est une vision tripartite et on parle de début de funnel, de fin de funnel et de milieu de funnel. Comment tu le définis, Guilhem, ou alors comment vous le définissez chez LinkedIn? Tout à fait. Bah alors, on va dire que, enfin, d'un point de vue marketing, hein, on n'a pas vraiment une définition spécifique chez LinkedIn. Ça reste très standard. On va dire que le haut de funnel, c'est tout ce qui est notoriété, et on va dire que c'est la connaissance de la marque. On va dire le milieu de funnel, c'est tout ce qui est considération. On va dire les valeurs de la marque. Et on est au-delà de simplement est-ce que tu connais cette marque, mais on va aller vraiment dans les valeurs, dans l'engagement avec la communauté. Et le bas de funnel, tout ce qui est plus à la conversion. Et là, avec un objectif de générer des ventes, des leads, et de participer un petit peu à la génération du business. Et on va dire qu'un petit peu, voilà, dans cet ensemble, idéalement, pour que quelque chose fonctionne bien, il faut qu'il y ait une corrélation d'ensemble. C'est-à-dire, si tu fais de la vente et que ton produit n'est pas connu, que ta marque n'est pas connue sur LinkedIn, parce que c'est important, Ouais. tu peux être une très grande entreprise, mais sur LinkedIn, la communauté peut ne pas t'avoir en top of mind, et du coup, ça va faire que tes coûts peuvent être assez élevés, etc. Donc voilà. En tout cas, funnel, nous, on le voit un petit peu comme ça. Enfin, j'imagine que c'est pareil pour toi. Hein, Ouais, pour simplifier un tout petit peu, on parle souvent d'un entonnoir. Et en fait, l'idée, c'est que tout en haut de l'entonnoir, c'est votre premier contact avec le client potentiel, qu'on appelle à ce stade-là le prospect. Et puis, en fait, il descend au fur et à mesure dans l'entonnoir à mesure que son pouvoir décisionnel est en train de pencher vers votre produit. Donc, en fait, il faut que vous deveniez un petit peu de plus en plus assertif dans votre communication. Et du coup, souvent, voilà, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'au début, c'est très large, comme vraiment le haut de l'entonnoir, et puis de plus en plus spécifique sur votre produit. Et puis, bah, c'est à l'image, par exemple, de ces chaînes email que vous avez dû recevoir, où la première explique est-ce que vous connaissez telle marque, et puis après, on vous dit bah voilà nos abonnements, voilà comment vous pouvez les utiliser, et puis voilà un code promo. Vous voyez, on essaye vraiment de plus en plus de vous convaincre. J'imagine que c'est une question qu'on doit souvent te poser, mais comment est-ce qu'on choisit son format publicitaire sur LinkedIn? Est-ce que tu peux peut-être très brièvement nous résumer les formats et nous dire bah, quel format marche pour quoi finalement? Ouais, tout à fait. C'est une très bonne question. Effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on nous demande beaucoup. J'aurais tendance à prendre la question un peu à l'envers, et au final, ça va faire un peu écho à ce qu'on s'est dit juste avant sur l'entonnoir. En réalité, à chaque besoin sur un peu l'entonnoir publicitaire, donc est-ce qu'on est sur de la noto, de la considération ou de la conversion, on va avoir des formats phares qui vont permettre de répondre au mieux à ces objectifs. Et donc, on va dire que par exemple sur du haut de funnel, de la vidéo, du format statique, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. On peut faire du branding avec des vidéos courtes, passer des messages clés et voilà, construire un peu une notoriété avec des messages et des codes simples. Pour de l'engagement, là, on est plutôt sur des produits type carrousel, des message ads aussi qui sont un petit peu un réplica de ce qu'on peut voir en format naturel où on a des messages sur LinkedIn, mais c'est vraiment une partie Ah, j'ai sponsor. jamais eu ça. C'est des emails? C'est quoi que tu appelles message Alors, ads? Alors, c'est effectivement, on va dire, c'est équivalent aux emails, sauf qu'en réalité, ça permet aux entreprises d'aller toucher des personas. Donc, par exemple, moi, je veux cibler des DRH de grandes entreprises et je vais pouvoir aller leur envoyer des messages personnalisés. Donc, je peux pas créer de discussion. En réalité, ils peuvent pas me répondre comme tu peux avoir une relation, démarrer une conversation, pardon, sur LinkedIn, sur ton fil de messagerie. Mais en réalité, ça va
ça va te permettre de pouvoir mettre des call to action, des boutons d'action qui vont permettre de rediriger vers quelque chose qui va te permettre de répondre à ton objectif. Donc, souvent, ça peut être vers un site web ou une landing page ou un formulaire de génération de leads. Et voilà, donc effectivement, Message Ads, c'est un format que tu as certainement dû voir dans ta messagerie, mais qui est bien intégré en réalité. Et du coup, souvent, on se rend pas compte que c'est un format publicitaire, mais pour créer de l'engagement, ça fonctionne assez bien. Ok. Et du coup, tu nous as dit, donc ça, c'est le engagement. Donc, c'est le haut et le milieu de funnel. Et pour du bas de funnel, de la conversion, en réalité, si on veut générer des ventes, des leads, on veut amener un petit peu de business, du soutien business à ses objectifs. Ouais. Là, il y a, on va dire, le format phare, c'est le lead gen form. Donc, c'est un formulaire qui est intégré sur LinkedIn, qui permet d'aller récupérer les informations qu'on a sur son profil LinkedIn. Donc, en réalité, en 2-3 clics, on peut soumettre des informations clés pour une entreprise et ça permet d'aller générer de la data assez rapidement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le lier avec son CRM ou ses outils de marketing automation. Et derrière, ensuite, on peut prendre le relais avec la data côté en interne si on a besoin de traiter un prospect avec un fil standard. Donc ça s'arrête, okay. Ça commence sur LinkedIn et ça peut continuer ensuite sur le web. Donc voilà un petit peu sur les l'entonnoir classique, un peu les 3 gros formats par rapport à objectif. Ça marche. Et alors, je sais que ceux qui nous écoutent sont en train de penser trop bien. Moi, je veux de la conversion parce que tout le monde, au final, veut de la conversion. En tout cas, sauf peut-être les grandes entreprises. Et je sais notamment que vous avez pas mal de marques de luxe qui font des campagnes d'awareness, de visibilité qui marchent très bien. Mais donc, sur de la conversion pure, est-ce qu'on peut faire directement passer outre le funnel et y aller comme un cochon avec du lead gen form? Ça fonctionne ou pas? Alors, on va dire que ça dépend des industries. Là, tu parles d'une industrie qui est très particulière. Je vais te parler plutôt d'une industrie pour laquelle ça fonctionne bien. Par exemple, la tech. Donc, la tech, qui est une grosse industrie, ou par exemple la finance. On va dire que c'est des acteurs qui ont des notoriétés et une affinité par rapport à la plateforme et aussi qui connaissent très bien leur cible. Pas que le luxe ne connaisse pas, mais on va dire que c'est un secteur qui est un peu particulier. Mais en tout cas, oui, tu peux faire du lead gen form, tu peux faire de la conversion, ça va fonctionner. Mais, et il y a un gros mais, c'est souvent pour ça qu'on se tombe un peu dans l'adage de LinkedIn, c'est une plateforme qui coûte cher, c'est pas rentable, j'ai pas de ROI, je préfère faire autre chose, etc. C'est souvent parce qu'en fait, il faut considérer que c'est un maillon d'une stratégie globale et souvent, si on fait pas d'action de notoriété en amont, si on n'a pas une manière justement de faire un peu cet entonnoir que t'as décrit qui est assez clair, et ben en réalité, ça va moins bien fonctionner. Ça veut pas dire que ça va pas fonctionner, ça veut dire qu'on va se trouver dans des moyennes de coûts par lead assez élevés et qu'on va avoir du mal à scaler et avoir justement des incréments de volume. Quand on a un petit peu mis en place une structure globale où on a un moyen de discuter, on va dire, à sa persona globale. Donc, persona, j'utilise beaucoup de termes marketeurs, mais je sais que ton audience ouais, t'as pas traduit. Non, mais persona, ouais, c'est le client cible, le client idéal. Exactement, c'est ça, le client idéal. On lui donne des caractéristiques clés. Donc, on va dire que ça, c'est le client qu'on veut aller atteindre. Donc, sur ta strate de notoriété, tu vas essayer d'aller atteindre cette personne-là et même un peu plus, d'être assez large. Et petit à petit, du coup, tu vas essayer de réduire et d'aller capter les intentionnalistes. Et eux, tu vas leur pousser des contenus spécifiques à la conversion. Et en faisant un peu ce type de mécanique, en faisant notamment du retargeting ou voilà, en allant les recibler avec différents contenus, en essayant d'adresser d'abord, bah voilà, qu'est-ce que fait mon produit, c'est quoi ma marque, et ensuite, bah tiens, voilà, moi je peux répondre à ton besoin. Et bah là, souvent, on a des très bons résultats et on peut faire notamment du scale-up, donc voilà, augmenter les volumes et avoir un contrôle sur le coût, en tout cas, essayer de se rapprocher des coûts compétitifs sur LinkedIn. C'est quoi les coûts compétitifs? Alors, ça va dépendre un peu de ton industrie, de ta cible. On va dire que un CPM en moyenne, ça peut se situer entre 10 coût par 1000, du coup, pour ceux qui nous écoutent, coût par 1000, donc ça, c'est les vues. Pour exactement, c'est ça. 1000 impressions sur le fil d'actualité pour une pub, ça va se situer entre 10 à 30 euros en fonction de ta cible. Et ça va aussi dépendre de ton pays, ton ciblage, etc. Voilà, si on veut cibler je sais pas, par exemple des leaders d'opinion, donc mettons des dirigeants, des PDG d'un certain groupe d'entreprises très spécifiques, forcément, vu que le bassin d'audience est restreint et que c'est potentiellement des gens sur lesquels beaucoup d'entreprises veulent se positionner, ça va coûter cher. Au contraire, si on est sur une cible assez large, qui est pas forcément suivie, où il y a peu de personnes qui enchérissent dessus, bah, tu as des chances de te rapprocher vers quelque chose plutôt dans les 10 euros. Ok. Et du coup, donc, en termes de CPL,
ou Ouais. CPA, on se situe autour de combien en termes de moyenne? Parce que j'entends complètement, et pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai, on le reprécise, c'est bien d'avoir une moyenne en tête, mais ça varie Ouais, complètement d'une industrie à l'autre, de la exactement. typologie de boîte que vous avez. Mais juste pour savoir, Guillaume, si on est complètement Ouais. dans les choux ou pas. Alors, non, mais c'est une très bonne question. Encore une fois, on va dire que je vais donner un exemple, une campagne à la conversion. Mon objectif, c'est d'aller ramener des visites sur mon site. Donc là, mon lead, c'est une conversion qui correspond à une visite sur mon site. Je peux Ouais, te trouver dans une moyenne entre 10 à 50 euros. Ça va dépendre de la manière et de la manière dont tu as construit ta campagne. Donc en moyenne, ça peut être ça. Ensuite, si ta conversion, c'est une fois sur mon site, je veux que la personne remplisse un formulaire qui a 15 étapes pour, in fine, prendre mon produit. Là, tu peux avoir des coûts qui sont bien plus importants. Ensuite, c'est une question de ROI. Donc, si la valeur derrière client elle est générée et qu'il te rapporte 500 euros et qu'in fine, ton lead il va te coûter 500 euros, mais que tu arrives à avoir un taux de conversion qui fait que au final tu t'en sors, c'est ça qui est positif. Et c'est souvent là où LinkedIn est mal est mal regardé entre guillemets parce que c'est difficile, hein, ça demande un niveau de maturité dans l'approche et dans le calcul de la valeur client, de savoir exactement quel lead me rapporte quelle valeur, avoir des processus d'attribution, savoir faire du lead scoring qui est pas évident. Et c'est vrai que la plateforme LinkedIn est aussi peut-être une des plus complexes. C'est vrai que la user experience de LinkedIn va progresser, mais à l'heure actuelle ouais. elle peut être compliquée. Donc voilà, en réalité c'est un peu cet ordre de grandeur que je te donne là, mais ça peut réellement varier. Parce que si tu vois un produit très très complexe d'assurance par exemple, ou tu as des formulaires très très compliqués, mais in fine, la valeur client est très très élevée, tu vas pouvoir Ouais, accepter d'avoir un lead, coût par lead à 500 euros. À contrario, si ton objectif c'est de faire la visite sur site, tu vas peut-être bien être un peu sûr. plus exigeant et vouloir même aller jusqu'à du 2-3 euros, ce qui est faisable, mais il faut avoir effectivement des stratégies de branding qui te permettent d'aller optimiser tes coûts et faire que tes intentionnalistes connaissent déjà ta marque. Si tu arrives avec seulement de la conversion et que les gens ne connaissent pas du tout ta marque, tu es une petite startup, souvent c'est recommandé d'avoir un mix 50-50, de tester et voilà, comme on adore le faire un petit peu d'itératif et garder les meilleurs créas, les meilleurs niveaux de targeting pour arriver Ok. un petit peu à sa campagne idéale qui peut prendre voilà quelques mois. Hein, ça. Mais il faut ce qu'il faut et souvent on arrive à des jolies campagnes qui, une fois qu'elles sont bien optimisées, peuvent tourner et te donner un petit peu des coups par lead dans cette fourchette. Ça marche. Et justement, tu parles d'un ordre d'une échelle de grandeur. Qu'est-ce que tu recommandes en termes de phase d'apprentissage, c'est-à-dire à partir de sur combien il faut tester une campagne LinkedIn, même en termes purement algorithmiques. Et est-ce qu'il y a un budget moyen? Comment est-ce que on peut, si on veut tenter sa chance sur LinkedIn, le profane, le novice, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme enveloppe et comme échelle de temps? Alors, c'est une très bonne question et ça va un petit peu dépendre de tes objectifs en réalité. Il y a deux approches. Il y a une approche vraiment lead où là, ce qu'on veut, c'est générer un certain volume de leads. Donc, on va, par rapport au coût que je t'ai dit et la manière dont nos résultats commencent à performer, avoir un petit peu des fourchettes de résultats. Donc, ça, c'est une première approche. C'est que si on veut faire 500 leads et qu'on a à peu près cet ordre de grandeur-là, ça te donne une idée du budget qu'il faut avoir. À contrario, si on veut faire de la notoriété, essayer d'aller construire une relation ou même idéalement faire un peu des deux. Là, on va essayer d'appliquer un petit peu des principes que recommandent pas mal de régies. C'est d'avoir une couverture sur cible qui soit convenable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, par exemple, si ton audience cible, tes personas représentent environ 2 millions de personnes en France, tu vas essayer d'aller toucher 40% de cette cible. Et c'est un objectif minimum. Ça te permet, on va dire, d'utiliser le maximum du potentiel de cette audience-là et idéalement d'avoir aussi une répétition entre 5 et 7. Donc, si tu as tes deux facteurs qui sont respectés, ça va te donner une fourchette de prix. Parce que du coup, avec un CPM que tu vas pouvoir estimer sur la plateforme, mettons, il est à 15 euros et tu as cette taille de cible à 2 millions, ça va te donner un ordre de grandeur d'environ 80 000 euros pour pouvoir faire ton test. Donc, tu vas souvent réaliser sur minimum un mois pour pouvoir avoir suffisamment de taille. Et voilà, donc tu vas calculer un petit peu comme ça ta partie budget recommandé par rapport à ta taille d'audience. Et voilà un petit peu. Donc, souvent des métriques assez complexes, mais au final, voilà, 40% de reach, une répétition entre 4 à 5. Et côté lead, estimer voilà, des coûts par lead en moyenne à 50 euros et en fonction de son Ok. volume, du coup, estimer une pocket sympa. Et un test d'un mois, je pense que c'est le minimum. Et trop bien, merci, ultra concret. C'est quand même assez, ça m'a l'air assez technique.
Est-ce que tu penses qu'on peut le faire soi-même ou est-ce qu'il faut passer plutôt par un freelance ou est-ce qu'il faut passer par une agence ou est-ce que il y a une équipe qui est comme toi mais dédiée à des petites boîtes? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement quand on veut se lancer dans la pub LinkedIn et qu'on est par exemple solopreneur, un SaaS? Moi, j'ai beaucoup d'acteurs du B2B qui viennent me voir qui ont envie de se lancer. Comment est-ce qu'ils peuvent s'outiller? C'est une très bonne question et tu as raison. On va dire qu'en fonction des ambitions et de la taille d'une entreprise, il y a des réponses un peu pour tout. On va commencer avec le plus simple et ce que tu dis en même temps et là où souvent ça peut être le plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément dans sa startup à taille humaine les ressources ou les talents qui te permettent d'aller avoir cette expertise-là. Donc déjà, commencer par la base, donc bien identifier à qui on veut parler, connaître un minimum la plateforme. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des plateformes de training qui permettent d'avoir, on va dire, les bases. Pas besoin d'être un pro expert en marketing, mais quand même d'avoir les bases. Et ensuite, c'est assez simple. On a d'ailleurs une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée le quarter dernier, qui permet de booster un post assez facilement. Donc on peut avec sa carte bleue en moins de 5 minutes aller faire un sponsor de post. Donc techniquement c'est assez facile, mais il y a quand même ces prérequis marketing, mais souvent qui sont c'est des skills qui sont connus dans les startups, mais il y a un petit peu cette barrière d'entrée sur LinkedIn parce que on ne sait pas forcément par où s'y prendre, etc. Donc pour vraiment les toutes petites entreprises, la fonction boosting. Sur les posts, notamment, une petite astuce, en tout cas qui marche très bien sur Facebook et Instagram, c'est les posts qui ont du succès, boostez-les. Exactement. Et tu fais bien de le dire. Et d'ailleurs, ça, le taux d'engagement et le taux de clic, c'est des métriques qui sont disponibles quand on a une page entreprise. Et en fonction de ces performances de l'entreprise, eh ben, celle qui fonctionne le mieux, comme tu le dis très bien, c'est souvent un bon indicateur qu'on peut vouloir le booster. Et on va aller justement cibler ces personnes à cible. Et là, ça va te permettre d'aller créer un petit peu cette communauté et créer de l'engagement sur ces cibles. Quand on a une taille d'entreprise un peu plus intermédiaire, qui commence à avoir du revenu, systématiquement, on va dire il peut y avoir un support LinkedIn. Ça va dépendre des thresholds. Nous, par exemple, à Paris, on s'occupe des très très grands comptes qui ont déjà été transformés et qui sont du coup sur des fourchettes de revenus très importants. Mais on a une équipe à Dublin qui s'occupe de préqualifier toutes ces entreprises. Donc c'est des équipes avec 5 ou 6 strates différentes qui sont justement faites pour accompagner des entreprises qui commencent à avoir des certains volumes d'investissement sur LinkedIn pour que in fine ils puissent se développer et pourquoi pas un jour arriver avec des services comme on peut l'avoir à Paris où là on peut avoir des implications de cross partner, donc en réalité des équipes inside, des équipes de content évangélistes, et on va du coup aider ces entreprises à peaufiner leur stratégie, à leur donner un maximum de best practices sur des contenus, leur donner voilà un territoire stratégique sur ce qui se fait de mieux, et voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question et que je t'ai pas perdu, mais Non, tu m'as pas perdu. Okay, je souriais, pour ceux qui nous écoutent, je souriais quand Guillaume parlait parce que ça me fait rire toutes les boîtes de services tech qui ont leur siège à Dublin avec des équipes là-bas. C'est un peu la punition. En tout cas, moi, j'avais passé des entretiens pour Instagram notamment qui avaient des bureaux là-bas et qui m'expliquaient en fait, faut se farcir 3 ans à Dublin si tu veux monter et avoir un poste à Paris. Donc, c'est pour ça que je souriais, mais merci beaucoup, Guillaume. C'est hyper clair. Donc, du coup, voilà, il y a quelques ressources en ligne. Tu nous les as pas citées, par contre. Où est-ce qu'on va? On va sur le blog LinkedIn. Est-ce que tu as une petite URL que je mettrai en lien sur la description du podcast? Je te donnerai ça en description du podcast. Il y a effectivement le blog Marketing Solutions. Donc ça, c'est déjà, on va dire, c'est la source of truth sur tous les produits, un petit peu ce qu'on s'est dit sur le funnel marketing. T'as des exemples. Et il y a une nouvelle plateforme de training. Donc là, c'est Marketing Labs. Il y a une version qui a été mise en français, donc c'est parfait. Et là, c'est des cours avec une certification à la clé qu'on peut aller du coup mettre sur son profil LinkedIn. Ah ouais? Ouais, tout à fait. Bah écoute, je suis ravi de t'apprendre quelque chose, mais j'ai honte. Non, il y a aucun problème. Justement, tu pourras te peaufiner certains axes sur la partie paid. Parce que j'ai vu notamment que c'était quelque chose que tu voulais développer. Ouais. Donc voilà, typiquement, il y a toute cette ressource-là, comme fait d'ailleurs un Twitter, un Instagram, un Facebook, t'as les blueprints, etc. Bah, il y a l'équivalent sur LinkedIn, donc c'est très bien pour se mettre à niveau et c'est assez didactique. Ça te permet d'appréhender tout ce que j'ai dit en plus détaillé. Donc pour quelqu'un qui serait intéressé par une rubrique en particulier, je vous invite à aller sur le lien en description et d'aller regarder justement les différentes rubriques.
Et allez faire la certification, postez-le, c'est valorisant pour des profils marketing, stratégie digitale. Ah là là, il est bien ce garçon. Il est bien ce garçon. Tu devrais vraiment, faire Client Solution Manager chez LinkedIn, Guilhem. Tu as beaucoup de potentiel. Question à 1 000 euros. Comment est-ce qu'on peut générer plus de leads? Est-ce qu'il y a des petites nouveautés? Est-ce qu'il y a des petits hacks que tu peux nous recommander, des trucs qui marchent bien chez tes clients, même si on a compris qu'ils n'ont pas le même budget que nous? Est-ce que tu as quand même des petites astuces pour nous? Alors, je pars avec les trucs bateaux et je vais finir avec les trucs un peu croustillants que j'aime Bah bien non. utiliser. Ouais, alors je peux faire l'inverse. Non, mais on va dire vraiment la base, c'est déjà de bien connaître sa cible et définir ses personas. Ça paraît standard, mais en réalité, de bien savoir à qui est-ce qu'on veut parler et d'avoir une adaptation de ces cibles-là sur LinkedIn, c'est quand même vraiment la base et c'est très important d'avoir ça. Donc déjà, ça va permettre d'avoir derrière une bonne stratégie. Donc bien identifier sa cible en amont. Mais Guilhem, du coup, petite question. Plus on est spécifique sur sa cible, plus c'est cher, on est d'accord? Exactement, tout à fait. C'est pour ça que on va dire, dans un monde idéal, on identifie un petit peu le haut de funnel avec quelque chose d'un peu plus important. Et ensuite, c'est si pour la partie conversion. Et effectivement, si on veut aller s'adresser sur de la notoriété à 500 000 personnes, ça va pas être possible de pouvoir créer de la notoriété, de la considération et in fine pouvoir espérer avoir des volumes, je sais pas, avoir 500 leads par mois. Ça va pas être possible parce qu'on peut pas avoir un taux de pénétration sur une cible comme ça. Par contre, si on veut toucher vraiment, je sais pas, les PDG, les DRH dans de très grandes entreprises et qu'on commence avec une cible plus élargie à la base et qu'on utilise voilà la stratégie que je voulais te parler, c'est le retargeting. C'est quelque chose qui paraît assez standard, mais en réalité, si on a des vidéos qui permettent des vidéos avec des formats courts, donc une quinzaine de secondes, qui montrent la proposition de valeur de l'entreprise, qu'est-ce que fait notre entreprise, avec si possible le logo assez rapidement, parce qu'on fait du branding, donc on veut au moins que les personnes voient et assimilent la marque et la retiennent dans leur esprit. Donc vidéo. On fait du retargeting, donc on va retargeter les personnes qui ont vu au moins 50% de la vidéo et on va aller leur pousser un contenu qui est là et spécifique à de la conversion. Donc ce que ça va permettre de faire, c'est d'aller chercher les intentionnalistes, donc les gens qui se sont donné la peine d'aller jusqu'au bout de la vidéo, donc qui savent quelle est votre entreprise, qui ont au moins compris quelle était votre proposition de valeur, et ensuite vous allez leur pousser un message spécifique avec votre intention de conversion. Donc soit mon produit qui envoie sur mon site, soit le formulaire de lead gen. Et ça va permettre d'améliorer grandement la qualité, le taux de conversion, le coût par lead. On va dire c'est une stratégie un petit peu all-in. Et souvent, ce qu'ont tendance à faire les annonceurs, c'est de faire seulement un format, donc que du lead gen form. Et avec tout ce que je t'ai dit un petit peu en amont, quand ça manque, bah on arrive à oui effectivement LinkedIn c'est cher et tu compares ça avec d'autres plateformes où ils ont d'autres avantages. C'est sûr que on a du mal à sortir du lot. Mais on va dire voilà, retargeting c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien et ça demande effectivement d'avoir un peu de cette stratégie notoriété puis conversion. Ok, canon, merci beaucoup. Et les formats et les campagnes du moment, du coup, c'est quoi? Alors, pas des trucs trop gros. Ouais. Est-ce que tu as des exemples dans le SaaS, même des indépendants? Moi, il y a de plus en plus d'indépendants qui me disent, je veux faire de la pub sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu as vu passer des trucs bien? Dans tous nos cases, pratiquement, ce qui ressort le plus, c'est les comptes et les entreprises qui font du full funnel. Encore beaucoup d'acronymes, mais en gros, voilà, qui travaillent en amont, Plusieurs qui étapes. retarget exactement plusieurs étapes, et aussi la partie créative. Mais alors là, je pense que c'est encore, ce serait peut-être l'occasion d'un autre podcast, mais voilà, avoir vraiment un travail dédié sur la création et les ads. Je Ouais. pense que Les carousels, ça cartonne, non? alors les carousels, ça fonctionne très bien pour l'engagement. C'est vrai que, par exemple, pour les taux de clics, c'est un petit peu moins bon que la moyenne, mais on va Ok. dire que ça a une vocation à créer de l'engagement et du storytelling. Tu peux raconter de très belles histoires avec un carrousel, là où avec un format statique, où tu as souvent des meilleurs perfs en termes de taux de clics, tu peux moins raconter une jolie histoire. Parce que voilà, tu as un D'accord. format simple, alors que là, le carrousel, tu vas pouvoir raconter 5-6 facettes d'un produit, avoir différentes approches, faire même de la notoriété et de la conversion en fonction des URL et où est-ce que tu renvoies. Donc, c'est un format Ouais. très versatile qui est très puissant, mais qui est difficile à bien contrôler, on va dire.
D'accord, bah, c'est marrant, je me serais dit, le carrousel intuitivement, que c'était génial pour faire du clic, parce qu'en fait, tu as un tel engagement quand tu arrives à raconter une histoire sur 15-20 slides, que je me dis, en fait, à la fin, ils vont forcément cliquer quelque part, ça peut pas s'arrêter là. Et je trouve que c'est fort, tu sais, le call to action sur le slide final. Enfin, moi, en tout cas, j'utilise vachement comme ça. Du coup, je suis un peu choquée quand tu nous dis qu'en fait, ça fait pas tant de clics que ça, c'est mieux sur de l'awareness, donc sur de la visibilité pour Sur du comme tu milieu de funnel, ouais, c'est ok, parfait. Mais c'est vrai que le taux de clic est moins bon que le taux d'engagement. Et en ok, fait, on va dire que il y a beaucoup de zones cliquables. Donc, en réalité, si ton objectif, c'est vraiment de renvoyer sur un endroit de ton site avec un message clair, une information, un format standard, bah, au moins ça aiguille où ouais, est-ce qu'il faut générer l'action. ok, Le carrousel, c'est bien pour avoir quelque chose de plus complexe et plus profond, mais tu peux aussi perdre ton utilisateur et ouais, capter l'attention de quelqu'un. C'est plus compliqué quand tu as plusieurs informations. Ça veut pas dire qu'un très très bon carrousel va pas avoir un CTR 15 fois meilleur qu'un post statique, mais en avoir des très bons, c'est plus rare parce que ouais. justement, ça demande d'avoir toute cette concordance de temps, mais ça peut se faire. Et moi, j'adore le format carrousel, mais c'est vrai qu'en off, je me rends compte que en général, ça a souvent des taux de clic un peu moins bons qu'un format statique. Donc voilà, faut faire du D'accord. test, faut itérer, mais en tout cas, non, je confirme, c'est un très bon format et surtout le sort pas de tes coups de cœur. T'as bien raison, c'est un très bon format. Et les meilleurs taux de clic, du coup, c'est quoi? C'est les vidéos courtes? Qu'est-ce qui fonctionne bien pour faire du clic? Alors, bah, c'est vrai qu'une vidéo, ça va pas avoir un super bon taux de clic, c'est plutôt des bons taux de complétion. Et là, ça va dépendre D'accord. de ta durée de vidéo, mais on va dire une vidéo assez courte, tu peux avoir des très bons taux de complétion jusqu'à 40% en vue complétée. Si c'est sur des vidéos de 2 minutes, là, tu es plutôt aux alentours de 10%, voire un peu moins en fonction de ton produit. Sur un taux de clic en moyenne, hein, alors c'est différent du paid de l'organique, hein. Moi, je vais te parler de la partie paid. On peut Ouais. estimer entre 0,30 à 0,50 en fonction de ton industrie. Sur de l'organique, ça dépend réellement, hein. Si tu es une petite entreprise qui a 500 employés, tu peux avoir des taux de clic jusqu'à 10%. Quand tu commences à avoir euh, un niveau assez important de followers, tu es plutôt dans Plus quasiment le élevé. double que le paid. Donc, tu peux aller jusqu'à 1,5, 2 et un taux d'engagement quasiment similaire. Mais voilà, c'est vraiment des gros ordres de grandeur. Comme tu le dis, Ouais, ça bien dépend sûr. vraiment de l'ADN de l'entreprise et de sa maturité. Ouais, j'en profite pour un peu d'inspi pour ceux qui nous écoutent. Sur les pages entreprises, j'aime beaucoup ce que fait Time for the Planet. J'en parle très, très souvent quand je fais du consulting pour les pages entreprises. C'est un peu ma page modèle. Ils ont fait surtout un petit hack très intelligent. C'est que exactement comme nous disait Guilhem, en fait, avec ce fameux certificat LinkedIn, en fait, Time for the Planet, ils utilisent les profils de leurs actionnaires pour pouvoir finalement faire de la promotion. Et c'est pour ça que vous voyez autant en ce moment de micro-certification. Il y a Datananas qui fait ça notamment. On le fait sur Richmaker via la page entreprise. En fait, on utilise de plus en plus finalement le profil et le CV des profils perso pour pouvoir faire la publicité de son entreprise en disant bah voyez moi je vous forme sur telle discipline donc du coup on récupère pas mal de clics comme ça et puis c'est aussi de l'autorité donc je vous encourage à aller regarder Time for the Planet puisque quand vous devenez actionnaire ils vous donnent un media kit et ils vous disent inscrivez sur LinkedIn que vous êtes partenaire et du coup ça leur a fait une super pub et puis comme ce sont autant de personnes qui font partie de la page entreprise bah forcément il suffit de cliquer depuis la page entreprise sur notifier tous les employés et puis bah vous avez un espèce de groupe d'engagement naturel donc c'est pas des robots c'est vraiment les employés du groupe qui viennent interagir donc voilà petit hack de Time for the Planet que j'adore et puis bah sinon Swile fait des super choses aussi sur sa page entreprise donc voilà petite parenthèse un peu concrète pour ceux qui veulent de l'inspiration. Et du coup, en termes de tendance, Guilhem, il nous reste plus beaucoup de temps, mais je veux vraiment qu'on finisse sur est-ce qu'il y a des nouveautés qui arrivent en publicité ou sans publicité. Qu'est-ce que tu en penses peut-être même tes prédictions. En tout cas, dis-nous là où toi t'investirais demain sur LinkedIn si tu avais une campagne à monter. Alors, on va dire que les tendances, effectivement, déjà LinkedIn, ça devient une plateforme beaucoup plus grand public. Effectivement, il y a l'adage, c'est une boîte B2B, ça devient de plus en plus une entreprise B2C. Moi, j'aimais beaucoup l'intervention de Gary
Vee, qui est un influenceur assez connu, notamment sur beaucoup de plateformes, et il disait quelque chose de très vrai, que LinkedIn c'était un peu le Facebook de 2014. Donc il y a un peu cette évolution qui est en train de se faire. Donc déjà, je pense que pour une entreprise, quand on veut faire de l'acquisition et on veut développer un petit peu la notoriété de sa marque, c'est important d'avoir dans son mix un LinkedIn, parce que ça permet d'aller toucher une cible qu'on va pas forcément aller voir ailleurs. Donc déjà, la tendance c'est de plus en plus d'aller avoir des sources diversifiées, et LinkedIn ça devient de plus en plus une plateforme incontournable. Ensuite, côté produit, là, on a vu un petit peu la disparition d'un produit avec les stories, mais on en a d'autres qui arrivent, donc avec d'autres fonctionnalités. On a la possibilité d'aller pousser des formats type PDF, e-book, donc qui sont des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être assez intéressantes quand on veut justement faire de l'engagement avec du donnant-donnant. Parce que l'idée, c'est que si on veut collecter une adresse email, il faut aussi que la personne qui donne son adresse email ait quelque chose d'intéressant et que ça soit un win-win. Donc, par exemple, pouvoir sponsoriser et donner ce type de contenu, des e-books, ça peut être quelque chose qui peut être assez valorisant. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va fonctionner de mieux en mieux. Canon, et ça ressemble à quoi le format e-book? Parce que alors je sais qu'il y a plein de gens qui lancent des formations en ce moment et tutti quanti, qui font du lead magnet, c'est-à-dire offrir un contenu gratuit en échange d'un lead, tout ça. Ça ressemble à quoi? Je sais que ça va intéresser ça. Ah bah écoute, ça va être exactement ce que font les gens en organique, un petit peu à la main, avec quelque chose de scalable. Donc on va pouvoir aller encore une fois sur une cible établie, etc. Pouvoir pousser ce format-là qui va permettre d'aller à la personne de directement télécharger ce contenu-là. Donc c'est assez simple, et pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus d'infos, sur Marketing Solutions, il y aura des infos sur ce produit-là, ou même directement sur le Campaign Manager. Vous pouvez aller sélectionner le produit et vous verrez un petit peu un aperçu du produit. Mais c'est quand ça sort? Alors, ça va être live là, ce quarter-là, donc c'est quelque chose qui va être assez rapidement disponible, et aussi en organique, quelque chose qui est très très attendu, les pages produits. Donc là, c'est une très bonne vitrine pour toutes les entreprises d'aller. C'est un petit peu un TripAdvisor de son service de solution. Donc pour l'instant, c'est live que pour les entreprises de la tech, sur une liste assez définie, mais ça permet par exemple, vous pouvez aller regarder la page LinkedIn, vous voyez sur la page produit toutes les produits et les services qu'on propose. Et ça permet d'être assez intéressant, parce que avec quelque chose d'organique, ça donne de la visibilité sur qu'est-ce que mon entreprise fait, et ensuite ça peut faire aussi du trafic sur mon site, et ça donne de la visibilité, et ça va devenir quelque chose, à mon avis, dans les années à venir, quelque chose d'assez incontournable. Et pour le coup, c'est vraiment un axe différenciant sur LinkedIn. Donc je crois beaucoup en cette feature, et on attend qu'elle soit réalisée avec impatience. Ouais, c'est canon. La preuve sociale aussi. Moi, du coup, si pareil, exemple concret, si vous voulez voir à quoi ça ressemble sur une petite boîte, je l'ai mis en place sur Richmaker. Et honnêtement, moi, ce que j'adore, c'est vraiment les témoignages clients, et le fait que ce soit des témoignages clients qui soient authentifiés, parce que faut aussi en parler dans le SaaS. T'as beaucoup de supercheries, il y en a beaucoup qui inventent de A à Z des témoignages clients. Et ce que je trouve génial, c'est qu'avec cette page entreprise, vous êtes sûr d'authentifier les avis que vous avez. C'est finalement un peu les avis vérifiés. Donc, je trouve que c'est hyper bien que vous ayez mis ça en place. Et j'avais fait une vidéo dès que la fonction est sortie. Ouais, super. Les pages produits, ce format e-book, trop contente aussi que tu nous dises que ça va être là dans les 3 prochains mois. Sur les stories, pour ceux qui nous écoutent, j'ai essayé de cuisiner Guilhem, mais il ne veut pas me dire quand est-ce qu'on aura du coup l'équivalent des stories, ni même ce à quoi ça va ressembler, parce que Guilhem, de notre côté, nous, c'est tellement flou quand on lit que finalement, ça va être remplacé par un rich form vidéo. On sait pas du tout à quoi s'attendre. Ce que je peux te dire, c'est que ça va être quelque chose de mieux. Ça va arriver effectivement quand ce sera prêt. Et je suis très fort pour teaser, hein. J'en ai déjà parlé avec des collègues sur LinkedIn, mais en réalité, voilà, ça va arriver. On espère assez rapidement. On est déjà très avancé sur qu'est-ce qu'on veut en faire et quand est-ce que ça va sortir. Mais voilà, il faut être un petit peu patient. En tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu les derniers jours jusqu'à fin septembre du story côté organique et paid. Donc continuez à en profiter tant que c'est là. Et il y aura quelque chose qui va arriver, on espère très rapidement, pour remplacer et même aller au-delà. Et j'espère que très rapidement tu pourras reprendre tes activités, parce que tu étais vraiment une advocate de ce format-là. Mais voilà, nos power users l'utilisaient très bien, mais nos utilisateurs standards un petit peu moins. Donc voilà, l'objectif c'était quand même de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc bientôt ça va être remplacé.
Trop bien. Bon, écoute, tu as vraiment réussi à tenir 2 minutes sans donner aucune info. Enfin, ça, c'est vraiment, c'est les gens des SaaS, c'est les gens des logiciels, ils font tout le temps ça. Donc, en général, quand on demande une date, ils disent ce sera entre aujourd'hui et dans 5 ans. Donc, comme ça, on est bien avancé. En tout cas, merci beaucoup, Guilhem, d'avoir répondu à mes questions. Une dernière petite chose, parce que je trouve que c'est important de le rappeler. La publicité, c'est bien, mais on l'a dit tout à l'heure brièvement. En fait, le meilleur moyen, finalement, de faire des bonnes publicités, c'est de prendre ce qui marche en organique, c'est-à-dire en non payant. Alors du coup, si vous avez des contenus qui marchent très bien par eux-mêmes, c'est peut-être le moment, comme disait Guilhem, de passer à l'échelle. Il nous l'a dit tout à l'heure, de scaler en fait. Et la publicité, ça doit servir à ça. C'est pas le moteur finalement de conversion. Le moteur de conversion, c'est votre idée créative, c'est la force que vous mettez de conviction dans vos écrits. C'est une belle créa qui convertit, qui montre bien l'endroit où il faut cliquer, une proposition de valeur claire. Et puis après, finalement, la publicité, c'est appuyer sur un bouton pour faire caisse de résonance. Donc voilà, n'oubliez pas, quand les campagnes marchent pas, c'est aussi bien souvent que quand on les teste sans publicité, ça ne marche déjà pas parce qu'il y a quelque chose qui flanche. Donc voilà, petit conseil, testez en gratuit, continuez à alimenter vos pages. Je sais pas si tu as un conseil, Guilhem, sur les pages entreprises, sur le bon rythme pour poster notamment. Est-ce que c'est une question qu'on te pose parfois ou pas? Alors ouais, tout à fait. Et effectivement, on va dire que déjà, c'est bien de se tenir à une certaine fréquence. Donc, effectivement, si on publie une fois tous les 3 mois, on va avoir du mal à créer une communauté. Effectivement, son engagement organique, donc gratuit, va pas être forcément bon. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais je suis très d'accord avec toi et je pense que c'est vraiment les deux amigos, hein, l'organique et le paid. Il faut effectivement qu'il y ait des synergies dans les deux. L'avantage, c'est que LinkedIn, l'engagement organique est très très bon, mais on va dire que ça va permettre d'aller faire des caisses de résonance encore plus puissantes si on se met à faire du paid. Et voilà, côté fréquence, déjà se mettre un rythme et le garder, surtout ne pas avoir des rythmes décousus, et ensuite être original, authentique, et derrière ensuite si sa proposition de valeur est claire et qu'on sait à qui on parle, normalement il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de success stories d'entreprises qui sont développées par l'organique et qui petit à petit scale et utilisent le paid pour aller gagner de nouveaux prospects et personas. Trop bien. Tu nous as reparlé du ciblage et c'est vrai que j'avais pas rebouclé là-dessus. Pourtant, Dieu sait que tu nous as dit que c'était l'étape 1. Donc, le message est passé. Merci beaucoup, Guilhem, d'avoir été mon invité. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Comment on fait si on veut te contacter, Guilhem? Alors, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver sur LinkedIn. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur mon profil LinkedIn et de m'envoyer un message. Je pourrais vous rediriger ou vous répondre à quelques questions. Effectivement, je suis toujours disponible là-dessus. Donc, le plus simple, c'est sur mon profil LinkedIn. Et puis, les liens en description où là, il y aura la Bible LinkedIn et un petit peu la partie training qui, à mon avis, répondront aux principales interrogations que vous pourrez avoir. Mais en tout cas, si vous avez d'autres questions et que vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas. LinkedIn, vous pourrez me trouver pour sûr. Ok, super. Merci beaucoup, Guilhem. À plus. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.